l'invité de la matinale. KTO Radio. À la veille des Journées européennes du patrimoine, je vous propose de porter un regard curieux sur l'architecture des nouvelles églises aujourd'hui. Notre invité ce matin est architecte et fait partie du cabinet BM2 spécialisé en architecture sacrée. Mairie Belmont, bonjour. Bonjour. Dernièrement, vous avez été l'architecte choisi pour imaginer l'agrandissement conséquent et innovant d'une église en Ardèche, l'église Sainte-Thérèse de Guilherand-Granges, dans un style et une conception moderne et innovante. Tout d'abord, qu'est-ce qui guide le travail d'une architecte comme vous quand vous devez travailler sur un édifice religieux comme une église ? Alors, quand on travaille sur cet agrandissement, parce que c'est donc cette église de Guilherand-Granges, un agrandissement, un prolongement de l'église pour y vivre des lieux de la vie de la paroisse, mais pas seulement. Donc, il y a un café associatif, il y a une salle d'exposition, il y a également une salle de répétition pour des orchestres de louanges. L'idée, c'est de se laisser guider déjà par le désir de ce que veut vivre la communauté. Et puis aussi le travail de l'architecte, donc c'est vraiment une combinaison des deux. Regarder le site, l'église existante, son architecture, comment elle s'inscrit dans le paysage urbain et paysager, parce qu'on se retrouve d'un côté sur le coteau ardéchois et de l'autre côté sur le massif du Vercors, avec d'un côté Valence et de l'autre côté le petit village de Saint-Péret. Donc on est sur des architectures existantes qu'il faut prolonger, qu'il faut étudier et s'inscrire à la fois en rupture, parce qu'on s'inscrit au XXIe siècle, mais assurer cette continuité avec cette très belle église des années 60 qui est l'église de Guilherand-Granges. Et j'imagine qu'on ne travaille pas en tant qu'architecte de la même façon sur un immeuble, je ne sais pas, et sur une église. Vous me disiez que vous avez dû notamment passer un diplôme de théologienne de l'art. Alors, c'est pas forcément obligatoire de passer un diplôme de théologie des arts. Moi, j'ai senti le besoin de se former pour aller peut-être plus en profondeur de ce qu'elles voulaient vivre les gens et de mieux le comprendre. Et puis, je suis chrétienne moi-même, donc du coup, c'était aussi une forme d'approfondissement de ma foi, ce parcours de théologie. Mais c'est sûr qu'associer l'architecture à ce parcours de théologie des arts a complété ma formation, l'a approfondie en fait. Vous nous parliez de cette église Sainte-Thérèse. Est-ce que ce type de projet, que ce soit des agrandissements ou des constructions d'églises, est-ce que c'est courant aujourd'hui ? Alors, des constructions d'églises, il n'y en a quand même pas beaucoup, puisque du coup, on voit bien qu'on a une question patrimoniale. Donc, pour les journées du patrimoine, à restaurer nos églises existantes sont déjà des questions. Donc, on en construit moins qu'on en construisait sans doute au XIXe siècle, mais on en construit encore. Il y a des églises qui sont construites contemporaines, plutôt dans des milieux urbains aujourd'hui. Et c'est que les architectures ont beaucoup évolué au XXe siècle. La forme de l'église a beaucoup évolué au XXe siècle. Mais justement, quelles nouvelles données, quelles nouvelles contraintes doivent être prises en compte quand on construit une église aujourd'hui ? Alors, je dirais qu'on n'est pas du tout sur les mêmes contraintes déjà bioclimatiques, puisqu'il y a des enjeux évidents de développement durable et qui sont pris en compte forcément aussi par l'Église de la même façon que pour d'autres bâtiments. Donc il y a une attention particulière aussi à l'environnement, au site dans lequel on s'inscrit. On n'est plus sur la même forme architecturale avec le clocher visible de loin dans le paysage, même s'il fait partie du paysage. On essaye de s'inscrire dans un territoire, de s'inscrire dans une histoire, d'être sans doute aussi sur des nefs moins grandes, moins importantes, parce que du coup, c'est des coûts importants aussi. Donc, on essaye d'avoir une architecture sans doute plus sobre. Et quelle place prennent les considérations écologiques dans ces constructions ? L'exemple de l'église Sainte-Thérèse, par exemple, vous pouvez, je pense, le raconter, est intéressant à ce titre-là.
Alors l'église Sainte-Thérèse a été construite dans les années 60 par un architecte qui s'appelle Paul Bouchardot. C'est une église qui est construite en béton, puisque dans ces années-là, le béton était très privilégié comme matériau. Donc on a essayé de nous s'inscrire en continuité, parce qu'on a une vraie tradition dans la vallée du Rhône de ces constructions en ouvrage béton. Donc il est un peu décrié, le béton, par son bilan carbone CO2, mais en même temps il apporte aussi de l'inertie dans un territoire où on a besoin d'inertie et on a besoin de fraîcheur. Donc on a privilégié cette continuité. Mais ce n'est pas les mêmes techniques qui ont été utilisées pour cette église, pour cet agrandissement, cette prolongation de l'église. On parle d'extension dans le vocabulaire architectural. On a utilisé un système de prémurs béton qui sont isolés. Ça a un avantage, c'est qu'on a 2 pots en béton, donc on a aussi des parois dures qui ont une certaine pérennité dans le temps. On n'est pas sur quelque chose comme du placo, qui finalement est un matériau assez mou, qui peut s'abîmer, qui peut s'écorcher. Là, on a 2 parois très, très dures. Et en développement durable, on a utilisé les affluents du Rhône, l'eau de nappe, en fait, pour pouvoir rafraîchir le bâtiment. Donc il n'y a pas de climatisation du tout. On connaît le style roman, le style gothique, néo-gothique des églises. Quelles sont les tendances architecturales des églises de ces dernières années ? Alors, au XXe siècle, il y a eu effectivement, on est sorti de la forme classique on va dire, d'une nef et d'un chœur. On est sur un plan qui est plus centré. En plus, depuis Vatican II, il y a eu aussi des changements au niveau de la liturgie qui ont impliqué des nouvelles formes architecturales. Donc on est sur des plans libres et souvent sur des plans centrés, axés et centrés aujourd'hui. Mais les formes architecturales ont changé. Donc on est sur un aspect formel qui finalement est assez hétéroclite. Il n'y a pas un vocabulaire particulier. Après, on reste quand même sur l'idée d'une nef et on reprend le vocabulaire assez classique. Mais le narthex n'a plus tout à fait la même forme que celle qu'il avait hier. Les ouvrages architecturaux modernistes ne plaisent pas toujours de prime abord. Comment l'agrandissement, par exemple, de l'église de Guilherand-Granges a été perçu, reçu par les paroissiens ? Alors plutôt bien, et c'est un dessin qu'on a vraiment travaillé en collaboration. On avait fait une vidéoprojection avec un iPad et en fait on a travaillé le dessin de façon synodale, donc avec la petite équipe paroissiale, pour vraiment être en adéquation entre le dessin et ce qu'ils voulaient vivre. Après, nous, en tant qu'architectes, évidemment, on prend le jeu du dessin et on reprend les choses pour que la forme architecturale s'inscrive aussi dans le paysage. Donc, je pense que ça fait partie de notre métier, là, pour le coup. Et c'est une question peut-être un peu naïve, mais volontairement naïve. Pourquoi ne construit-on plus d'églises selon ces schémas classiques, comme au XIXe siècle, par exemple ? Je pense aussi que on pourrait construire comme au XIXe siècle, mais on n'a plus les mêmes méthodologies, on n'utilise pas les mêmes matériaux, on n'a pas les mêmes portées, donc on n'a plus les mêmes contraintes techniques aussi. Et puis on est sur des grandes nefs qui sont impossibles à chauffer, qui sont difficiles à restaurer. Donc on essaye aussi de penser les bâtiments du XXIe siècle avec une forme de sobriété, et puis la notion d'entretien aussi compte dans ce qu'on construit. Il faut qu'on puisse penser au bilan carbone jusqu'à l'amortissement du bâtiment, donc sur sa durée de vie. Voilà, savoir comment on l'entretient, c'est important, parce que c'est les paroisses qui portent ça au niveau financier, et il faut que ça reste faisable. Beaucoup plus conscience de l'aspect économique aujourd'hui. Ah, ça, c'est certain, c'est certain. Et sachant aussi que depuis la loi de 1905, la séparation de l'Église et de l'État, c'est quand même aussi les diocèses et les paroisses qui financent ces projets. Donc les enjeux financiers existent de façon certaine. On l'a dit en début d'interview, ce week-end, des milliers de Français vont profiter des Journées européennes du patrimoine. De nombreuses églises ouvrent leurs portes au public. Comment ces édifices religieux s'inscrivent-ils dans le patrimoine français, pour vous ? Eh bien, je pense que la notion de patrimoine
patrimoine, ça vient c'est l'héritage du père, en fait, hein. Je crois que les églises qui vont être ouvertes, il y a une vraie contrainte aujourd'hui, c'est effectivement ces églises qui ne sont pas ouvertes, qui sont ouvertes ponctuellement, justement, lors de ces grands événements. Et les journées du patrimoine en sont une. On se demande comment se réapproprier ces lieux, comment on peut aussi travailler sur une mixité entre le cultuel, le culturel, l'associatif, et redonner vie à ces lieux qui sont des points d'ancrage dans le territoire, qui sont des points d'ancrage social aussi, territorial et social, et qui ont une vraie valeur et une importance pour la vie du village, pour les citoyens qui vivent autour. Et on se rend bien compte que c'est souvent une perte quand une église est exécrée, et que c'est dommage, qu'on pourrait vraiment combiner, je pense, cet aspect patrimonial. Et le patrimoine, c'est quelque chose de vivant. Il faut qu'il reste vivant aujourd'hui, au XXIe siècle. Ça n'est pas qu'une question, on va dire, muséal, ça reste quelque chose de vivant. Donc il faut lui retrouver des nouvelles activités. Donc je pense que c'est un peu ça le patrimoine de demain. Oui, pour vous, le patrimoine, c'est pas une conservation des bâtiments du passé. Ça existe forcément, mais ça n'est pas que ça. Et je crois que l'avenir, pour pouvoir entretenir nos églises, ça sera de leur trouver de nouvelles vocations, en fait. Et ça n'enlève pas l'aspect cultuel, c'est une mixité à retrouver, parce qu'en fait, les églises avaient des vocations sociales initialement, qu'elles ont un peu perdues. Voilà, je pense qu'il y a une mixité d'activités à retrouver pour que le patrimoine de nos églises puisse vivre à nouveau. Et c'est ce que vous avez essayé de faire avec l'église Sainte-Thérèse. Complètement. Alors l'église Sainte-Thérèse, je pense qu'elle était déjà vivante, mais c'est vrai qu'elle l'est d'autant plus aujourd'hui, et elle est ouverte sur la vie locale, et pas forcément que sur la vie de la paroisse, puisqu'il y a ce café associatif où vous allez avoir les personnes du marché qui vont venir s'installer, ou la grand-mère dans la maison de retraite qui va traverser le jardin et qui va venir prendre un thé au café fraternel Le Frat. Voilà. Et une dernière question, Méry Belmont, pour conclure cette interview. Est-ce que vous avez une idée, un conseil, une église à visiter ce week-end que vous pourriez conseiller à nos auditeurs ou nos auditrices dans le cadre de ces journées du patrimoine ? Alors, il y a une chapelle qui est dans le Finistère, qui s'appelle la chapelle Saint-Pierre. Elle a été rénovée par Ronan Bouroulec. Et c'est un endroit où j'aimerais beaucoup aller. Donc, pour ceux qui peuvent y aller, allez-y, parce que je pense que c'est un endroit de promenade avec une très belle réalisation liturgique. Et justement, il y a cet aspect patrimonial qui vient être réinvesti par un designer contemporain. Et finalement, elle est remagnifiée, elle est redevenue vivante, en fait. Vous avez dit chapelle Saint-Pierre. Saint-Pierre, c'est dans le Finistère. Alors, il faudrait refaire une petite recherche parce que j'ai plus le nom exact de la chapelle, mais je sais que c'est Saint-Pierre. Merci beaucoup, Méry Belmont, de nous avoir partagé vos connaissances sur l'architecture sacrée et moderne, inscrite dans le temps, aujourd'hui en 2024. Je rappelle le nom de votre cabinet, BM2, c'est ça, c'est bien. Tout à fait. Bonne continuation à vous dans vos futurs projets. Merci beaucoup.